on est très fragile, puis on meurt très fragile. Puis entre les deux, on a l'illusion qu'on peut contrôler puis pas être fragile. C'est quand même drôle. Fait qu'il faudrait peut-être apprendre à gérer le milieu, tu sais. Fait que comment qu'on gère notre vulnérabilité, pas faire semblant d'être tout le temps fort, mais on est plus fort quand on se met à raison. Moi là, j'ai appris que je peux mieux prendre soin à partir de ma vulnérabilité qu'à partir de mon illusion de force, parce que je créais une distance. Parce que tu sais, je dégage quand même cette force-là. Je suis quelqu'un qui dégage beaucoup de force. Tu sais, je suis capable de faire beaucoup de choses. Je suis fort physiquement. J'ai beaucoup d'arguments, j'ai beaucoup d'idées. Mais je me suis rendu compte que ce que j'ai de meilleur à offrir, c'est pas ça. Ce que j'ai de meilleur à offrir, c'est la connexion. Et cette connexion-là, elle se passe à partir d'un humain face à un autre humain. Bienvenue à Meilleur Humain, Meilleur Monde, rencontre avec des entrepreneurs visionnaires du Québec. Notre invité aujourd'hui, Dominique Tremblay de l'entreprise PMB. Bienvenue Dominique, merci de faire un petit peu de temps pour nous à ton agenda. Bien, merci à vous. Toujours à mes côtés, mon associé, mon copilote, mon co-animateur, mon comparse, mon ami, Normand Chadwick. Salut. Et mon nom est Tristan Laliberté. Normand et moi sommes tous deux du cabinet de services financiers Diversico Finances Humaines qui donnons des services financiers, des conseils à des entrepreneurs du Québec. Dominique, on va faire très rapidement ta bio et on a bien hâte de découvrir qui tu es. Alors, Dominique Tremblay, on dit de toi que tu es un pionnier du leadership humaniste au Québec. Tu es PDG coach de PMB, une entreprise manufacturière transformée par la confiance. Tu incarnes un nouveau modèle d'entrepreneur où la performance passe par l'autonomie et le succès passe par le sens. En 2017, PMB a annoncé un virage très audacieux, celui de devenir une entreprise libérée, sans patron ni hiérarchie traditionnelle. C'est une transformation profonde qui a redéfini les rôles, la gouvernance et même le sens du travail au quotidien. Avant de parler de l'entreprise, Dominique, il y a déjà une couple de choses que tu nous as dit en coulisses. On aimerait savoir qui es-tu, d'où tu viens, un peu ton parcours là, qui t'amène là, jusqu'à aujourd'hui, là, en quelques instants. Ben moi, mon nom de famille me trahit sur mon origine. Là. Tremblay, ben oui, je viens du lac Saint-Jean. Je suis un bleuet du lac qui a grandi dans un petit village qui s'appelle l'Ascension, pas loin de la rivière Péribonka au lac Saint-Jean. D'une famille de parents très entrepreneurs. Là, et on avait toutes sortes d'entreprises. Mes parents, garage de mécanique, dojo de karaté, un dépanneur. En tout cas, il y avait plein de trucs. J'ai grandi dans ce contexte-là. Ado assez philosophe qui réfléchit beaucoup. Ça a toujours été. Fait que pour moi, le sens de la vie, ça a toujours été quelque chose d'important. Puis comme je vous disais, c'est ça, même à 18 ans, j'étais frappé par le peu de temps qu'on a finalement dans la vie. Dans toute l'histoire de l'humanité, finalement, notre vie à nous, on est l'intendant de très peu d'années finalement. Fait que c'est pas pour faire angoisser personne, mais c'est quand même ça. De faire face à sa propre impermanence. Ça fait réfléchir. Puis pour moi, ça a toujours été important de garder ça en tête. Fait que c'est ça, j'ai toujours été vers des choses qui avaient du sens. J'ai étudié en théologie, ce qui est peu commun aussi. Travaillé en pastoral quelques années. Mais étant très intense, tout ça, je dérangeais plus que d'autres choses. Fait que je cherchais surtout à ce que ma spiritualité, ça puisse s'incarner dans des éléments concrets qui font une différence dans le quotidien des gens et non pas que ça fait juste nourrir là, une sorte de vie intérieure. Fait que pour moi, c'était super important cet aspect-là. Fait que je me suis beaucoup cherché. Fait que d'une part, je bousculais trop les gens religieux, je pense, puis d'une autre part, j'étais trop bizarre pour le reste de l'humanité. Fait que je me suis cherché beaucoup là-dedans. Fait que j'ai fait beaucoup d'éléments. Tu sais, à un moment donné, il faut vivre aussi. Fait que j'ai travaillé dans différentes places. Pour ça, j'étais allé faire des études à maîtrise en éthique. J'ai ouvert un café à Lévis qui s'appelle le Café de la Mosaïque avec ma soeur, puis des amis, puis ma conjointe. Après ça, j'ai étudié en dessin technique. J'ai parti de mon bureau de dessin. Puis là, ça marchait plus ou moins. J'étais beaucoup dans des affaires funky.
finalement, j'ai pris une job de dessinateur technique pour les Bussières en 2012. Fait que j'ai commencé ici comme dessinateur technique. Mais là, tant qui je suis, il y a des choses que je voyais que c'était pas efficace. Fait que jour 2, jour 2, je fais comme... Il me semble que les processus sont pas super efficaces, on pourrait faire quelque chose avec ça. Fait qu'ils ont trouvé ça pas mal amusant, mais je vous avais dit à l'entrevue, tu sais, c'est très difficile d'être mon patron. Je suis quelqu'un qui est pas capable de mentir tant que ça, puis j'aime ça quand ça avance puis que ça s'améliore tout le temps. Fait que ça se peut que ce soit exigeant d'être mon patron. Ils m'ont engagé pareil, je suis pas sûr je sais pas s'ils me croyaient à quel point c'était exigeant d'être mon patron. Ils s'en ont rendu compte dans les années qui ont suivi, mais c'est ça, pour moi, il faut que ça fonctionne, il faut que ça serve. Faut que, pour moi, c'est crucial, là. Faut que la vie soit aidée par la structure et non pas que la structure étouffe la vie. Et pour moi, c'est un principe très important. Souvent, on crée des structures, des procédures, des politiques qui viennent étouffer l'élan, qui viennent étouffer les relations, qui viennent étouffer la prise d'initiative. Puis qu'à la place que la structure elle pourrait venir servir ce qui est vivant, puis vient venir donner une opportunité aux humains de grandir. Fait que ça a toujours été là pour moi, ça. Je suis pas capable de faire quelque chose juste parce que c'est ça qu'il faut faire, puis on satisfait un système. Ça m'horripile, je suis pas capable de vivre là-dedans. J'aime mieux m'en aller ou on le change, tu sais, on fait quelque chose. Mais là, Dominique, déjà à cette époque-là, est-ce que tu te voyais entrepreneur, considérant entrepreneur, parce que tu venais d'une famille d'entrepreneurs, c'était juste normal pour toi? Comment tu te définissais rendu là dans ton parcours? Comme un agent de changement. OK. Tu sais, moi, je me suis dit, à chaque place que je vais essayer de contribuer pour que ça devienne plus vivant, plus le fun, plus pertinent. Puis après ça, je ferai d'autres choses, mais tu sais, je me suis jamais défini comme un entrepreneur. Tu sais. C'est pas une étiquette que je me suis collé vraiment. Je suis juste quelqu'un qui aime ça, que la vie ait du sens, puis que si ça marche pas, faut le changer. Puis je suis pas quelqu'un qui aime subir. Tu sais, s'il arrive de quoi que ça marche pas, c'est sûr qu'on va en parler. Là. Tu sais, puis ça risque d'être malaisant. Mais tu sais, je suis pas capable d'exister dans le mensonge, puis dans les tabous, puis toutes les affaires que... Ah non, tu peux pas parler de ça à lui, il y a telle chose. Ah non, tu peux pas... Hey, ça se fait pas, là, tu sais. Hey, voyons, là, tu sais... mon urgence de vivre est trop forte pour que je laisse les choses être qu'est-ce qu'elles sont s'ils éteignent la vie. Ben, ça doit être confrontant quand tu rencontres des gens qui viennent bafouer ça, qui mettent des freins à ça. Comment tu réagis? Ah, ça dépend. Je les laisse là si ça leur tente. Là. Je disais, moi, je ne vais pas aller écœurer les autres. Là, mais okay. C'est sûr que s'ils vont venir me contraindre juste pour leur propre insécurité à eux, ça risque de mal aller. Là. C'est sûr qu'on va régler ça là. C'est... non. Que ce soit mes parents, que ce soit mon directeur d'école au primaire, il y avait des affaires que je trouvais que ça n'avait pas d'allure à mon école, puis je disais à ma prof, faut que j'aille parler au directeur. Elle a trouvé ça drôle, fait que je suis allé. Je dis là, faut qu'on se parle, là. Il y a des choses dans l'école que ça n'a pas de sens, puis il me trouvait bien drôle, là, mais tu sais, c'est ça, je suis pas capable de pas le dire. C'est comme ça me brûle en dedans. Fait que donc, on revient au jour 2 de ton emploi. Oui. Emploi dans la compagnie où tu es actuellement, là. Oui, absolument. Ben, c'était la compagnie SOR, parce que c'est une entreprise qui a été fondée dans la construction par M. Clément Bussière en 78. C'est une compagnie qui a le même âge que moi. Je suis né en 78 aussi. Puis, dans le fond, M. Bussière installait du revêtement sur des bâtiments. Puis, il a fait des gros mandats, entre autres dans les plus grosses alumineries au Québec, le Colisée à Québec aussi. Il a fait des gros contrats. Quand il m'a embauché, il avait pogné le contrat de faire le CUSUM, le Centre de santé McGill à Montréal, avec tous les panneaux de différentes couleurs. Il avait besoin d'un technicien en dessin pour intégrer ça là, dans la ligne de production, puis qu'on produise les élévations sur mesure là-bas. Mais il fonctionnait avec AutoCAD et des Excel. Puis je trouvais que ça n'avait pas de sens. Là. Je dis, voyons, c'est fou, la possibilité d'erreur, de transmettre des informations d'une place à l'autre pour produire quelque chose qui doit être précis au millimètre, ça n'a pas de sens. Là. Fait que là, je vous ai parlé de scan laser, puis je vous ai parlé
du BIM, de Revit, de faire parce que c'est une base de données, là, ce logiciel d'architecture-là. Fait que là, on va travailler là-dedans, ça va extraire automatiquement les billes de production, puis ça va être direct sur nos machines de découpe. Là. Puis il était là, OK. Mais j'ai dit, donnez-moi 2 semaines, puis je vous règle ça. Fait que, tu sais, c'est ça que c'était mon début avec les bussières. Donnez-moi 2 semaines, puis je vais vous régler ça. Une business de 78. Fait que ça, c'était en 2012. Puis là, mais ça a marché. Le contrat a été super efficace. Tout le monde capotait comment c'était clair. Puis on se trompait pas. Il y avait j'avais regardé dans les années d'avant, il y avait des erreurs sur les panneaux. Il y avait des reprises de panneaux, mettons, parce que tu peux pas jouer avec ça. Un coup qui est fait, c'est lui qui va là, c'est au millimètre, that's it. Fait que il y avait des pourcentages entre 5 et 10% sur leur projet de reprise de panneaux. Puis moi, j'ai descendu ça avec la gang à 0,2%. Ouais. Fait que ça a changé la donne pas mal. Là. Et puis là, juste pour finir peut-être un peu le parcours de tout ça, parce que bon, t'es passé de ce jour 2-là, 2 semaines plus tard, t'as viré la baraque à l'envers, mais à l'endroit en fait. Et puis, aujourd'hui, tu en es le PDG. Comment ça s'est passé, le transfert en... Ben, au fur et à mesure que j'avançais dans l'entreprise, tu sais, quand je voyais que des choses n'étaient pas cohérentes dans la façon qu'on se parlait entre nous, ben, comment on organisait ça, comment on évaluait les postes, comment est-ce que... Ben, il était peut-être tanné de m'entendre, ou je sais pas, mais tu sais, il me donnait des responsabilités. Fait que là, dans le fond, ben, as-tu quelque chose à nous suggérer? Absolument. Fait que là, je partais avec ça, puis j'avançais avec mes affaires. Puis, tu sais, il trouvait aussi... Je sais pas, j'avais comme une sorte de droit de dire des choses que le monde osait pas dire. Que le monde en revenait toujours pas que j'aie dit ça. Tu sais, j'arrivais, ben là, telle affaire, c'est malsain. Puis là, des fois, je revenais vers mon bureau, puis j'étais là, ben là, j'ai-tu encore une job demain, moi, après avoir dit ça, là, tu sais... Je le disais à ma femme, ouais, je pense que je vais faire mon CV, c'est plus de même clair. Fait que, mais finalement, la famille Bussière, en tout cas, les membres avec qui j'ai travaillé, semblaient apprécier mon honnêteté, puis qui était bien intentionné, tu sais, c'était pas pour chialer, c'était juste pour que ça marche, tu sais. Fait que, puis ils ont décidé quand même d'arrêter la construction en 2017. Puis c'est là que Steve avait l'intention de changer l'entreprise de production, qui était l'entreprise sœur de recouvrement métallique Bussière, Produits métalliques Bussière. Il voulait en faire une entreprise qui nous disait libérer. Fait que là, moi, j'avais aucune idée c'était quoi. Puis il a dit, hey Dom, tu sais, là, on va arrêter la construction puis tout, mais tu voudrais-tu t'occuper de ce switch-là, de façon de fonctionner pour notre entreprise manufacturière? Là, j'étais là, je sais pas, c'est quoi que tu veux? Ben là, il me dit, regarde cette vidéo-là. Puis il y avait comme une vidéo de Frédéric Laloux qui expliquait l'entreprise du Berry. J'ai dit, ben, ça a plein de sens. Pour moi, ça a plein de sens. Il dit, ben, go, vas-y. Écoute, Dominique, pour les auditeurs qui ne savent pas c'est quoi, tu peux-tu nous décrire un peu c'est quoi une entreprise libérée? Oui, une entreprise libérée, ça part du principe que les décisions doivent se prendre au bon niveau. C'est-à-dire que, tu sais, mettons, moi, en tant que PDG actuellement, là, je le sais moins que les soudeurs, c'est quoi qu'ils ont besoin. C'est pas moi qui va dire, faut acheter cette machine-là parce que j'ai un bon deal. Parce que les autres peuvent me dire que c'est de la merde puis ils vont perdre la productivité. T'sais. C'est à eux autres de choisir avec quoi ils vont fonctionner. C'est à eux autres de choisir aussi les collègues qui veulent embaucher. C'est à eux autres de choisir comment ils vont setuper leur département un coup qu'on leur a donné toutes les informations pour qu'ils prennent une décision éclairée. Fait qu'une entreprise libérée, c'est une entreprise qui libère le potentiel puis l'intelligence collective. En abaissant tous les rôles hiérarchiques ça inverse un peu, là. Dans le sens, l'inverse, là, les leaders deviennent ceux qui prennent soin pour libérer le potentiel de ceux qui font, à la place de leur dire quoi faire, t'sais. Fait que c'est sûr que ça vient switcher pas mal d'affaires, là. L'ego doit fondre, là, on s'entend. Ça aplanit beaucoup de niveaux hiérarchiques parce que, tu sais, il n'y a plus de « je suis qui, moi, pour dire ça », il n'y a plus de toutes ces choses-là. Fait que ça vise l'autogestion, l'autonomie des équipes dans l'entreprise. Ça vise le fait que tu peux te réinventer, tu peux changer les choses pour que ça serve mieux
la mission d'entreprise, puis le fait que ça assume que les humains sont plus complets que seulement une ressource ou des talents. Donc la plénitude de l'humain est prise en compte. Fait que toute l'information est transparente parce que pour prendre une bonne décision, il faut que tu aies l'information à jour. Il faut que tu comprennes ce qui se passe. Puis faut que tu sois libéré par rapport à ton autonomie décisionnelle. Fait que dans le fond, ça vise à équiper toutes les personnes qui en font partie de pleinement exercer leur rôle sans les attaches de toi, c'est pas à toi de décider ça, toi, t'es pas assez payé cher pour penser à ça. Tu sais. Fait que moi, en tant que chef de la gang, là, tu sais, mon rôle, c'est de me soumettre. Puis je fais souvent la joke avec ça, mais là, soumission, c'est pas un mot qu'on aime entendre, là, tu sais. Ben, c'est quoi la soumission? C'est que je me mets sous la mission de mes collègues. T'sais, ils ont tous chacun une mission avec leurs expertises. Puis moi, je me mets sous leur mission. C'est comment je peux faciliter ta mission présentement? T'sais, que ce soit en marketing, que ce soit en développement d'affaires, que ce soit en production, que ce soit comme chef d'équipe, que ce soit comme plieur. Si quelqu'un vient me parler, puis il y en a plein qui viennent me parler, puis qui me disent, là, j'aimerais ça faire l'affaire, puis tu sais, ils savent que quand ils sortent de mon bureau, c'est avec un devoir, là, ça ils savent, là, ils viennent pas domper leur singe, là, mais ils viennent surtout chercher un aiguillage, ça. OK, là, j'ai à cœur ça, c'est quoi j'oublie? C'est quoi mes angles morts? À qui faut que je parle? Parce que je suis pas sûr, tu sais. Et c'est beaucoup ça, ma mission à moi, en tant que chef d'entreprise. Dominique, c'est une merveilleuse démonstration, premièrement, merci beaucoup. Il y a sûrement des employés, parce qu'on en a rencontré là, dans les moules qu'on va appeler plus traditionnels, où, écoute, ils ont été habitués de répondre à des ordres, de ne pas prendre de décision, de ne pas mettre de l'avant leur esprit créatif. Oui. Et là, du jour au lendemain, tu fais un virage 180 degrés, tu arrives avec ça. Oui. Comment que c'est perçu? Comment que c'est reçu? Y a-tu de la résistance au changement ou c'est tout le monde crie « Hourra » ? Comment ça se passe? Il y a eu plusieurs cycles. Mettons un peu, je compare à une révolution, mettons si dans un pays hiérarchique et mettons même monarchique, Révolution française, coupe la tête de Marie-Antoinette puis de Hawaï. Puis après ça, il faut quand même que tu t'organises. Fait qu'au début, la première journée, tu triples. Là. Wouhou! C'est la liberté. Puis après ça, ouais, mais comment ça marche? Là? Fait que il y a eu plusieurs étapes chez PMB aussi, dans le sens que c'est pas qu'on a coupé la tête des patrons, mais c'est que dire, OK, maintenant, vous êtes ceux qui savent et qui vont faire selon tant que ça sert, mettons, l'entreprise, les clients, puis qu'on est respectueux envers les collègues, si votre décision est là-dedans, faites-les. Fait que là, au début, il y a une sorte d'effervescence, là, de wouhou, c'est la fête. On a enlevé le punch. C'est une usine qui n'a pas de punch. Là. Tu ne vas pas puncher ta carte. Il n'y a pas de cloche pour la pause. Il n'y a pas de tout ça. Là. Fait que là, c'est comme... OK, fait que là, c'est quelque chose quand même. Juste ça, là, on le dit encore au Québec, là, puncher. C'est comme l'expression pour dire aller trader mes talents puis l'énergie que j'ai pour une paye, pour enrichir une autre personne. C'est ça un peu ça, puncher. Fait que là, je vais aller puncher. Là, t'enlèves le punch. Là, tout d'un coup, c'est comme... OK. Fait que là, c'est quoi, là? T'sais? Fait que il y a eu cette effervescence-là au départ. Puis après ça, il y a eu une sorte de vertige. Parce que tu avances vers des choses, là, tu prends des décisions. Là, c'est-tu la bonne décision? C'est-tu ça? Il me manque-tu de quoi? Je sais pas. J'ai-tu ce budget-là? Ça coûte-tu trop cher? Ils n'ont pas jamais fait de calcul de retour sur investissement. Ils n'ont pas tout fait ça. Fait que là, c'est des exemples, là, comme mettons mon collègue Philippe, qui s'occupe de la production. Il a coaché, mettons, dans un de nos départements, il y a un gars qui allait chercher une drill à l'expédition pour visser sa palette, là, parce qu'il manquait des planches. Fait que là, pour mettre les pièces dessus. Fait que là, tu fais ça souvent, aller chercher une drill? Ben, 2 fois par jour. Hein, OK? 2 fois par jour. Fait que, puis toi, tu es tout seul à faire ça? Ben, dans l'équipe, tout le monde le fait un peu. Tout le monde le fait un peu. Et tabarnouche, OK? Fait que pourquoi vous n'avez pas décidé d'acheter une autre drill juste pour votre département? Ben, ça coûte cher une drill. C'est vrai, mais comment tu penses qu'on vend ton temps au département de pliage à l'heure, mettons? Je le sais pas. OK? Fait que là, on va regarder comment ça vaut une heure non facturée, mettons. Juste si vous êtes 4, ça prend 15 minutes chacun, là,
2 fois. 2 heures pas facturées dans le jour. Comment ça coûte, ça, tu penses? Aucune idée. Fait que là, tu commences à lui montrer que ça vaut cher en Simonac, puis en plus du goulot que ça crée parce qu'il manque des pièces ailleurs, ils font « Hey boy, tu sais, on va en acheter 4 des drills. » Exactement. Fait que c'est tout plein de petites affaires comme ça qu'on a coaché nos équipes. Fait que tu sais, ça a été beaucoup de formation, de réflexion. On a autonomisé nos équipes à prendre leurs décisions. Mais c'est énorme, là. C'est un travail colossal. T'sais. Moi, j'ai travaillé 6 mois dans la shop juste pour comprendre c'était quoi. T'sais, dans le fond, j'étais allé plier avec les plieurs, démancher les pièces au laser, regrouper les morceaux pour les soudeurs, emballer les pièces à l'expédition, passer à la mop. Puis je posais plein de questions. T'sais, c'est quoi une bonne journée? C'est quoi qui se passe? Qu'est-ce qui vous aiderait à prendre des décisions? Qu'est-ce qui vous aiderait à comprendre le sort de l'entreprise? Pensez-vous qu'on fait de l'argent, qu'on fait pas de l'argent? C'est basé sur quoi, votre compréhension? Fait qu'au fur et à mesure qu'on avançait là-dedans, on n'était pas beaucoup dans ce temps-là. Mettons, on était une quarantaine, OK? Là, on est à peu près proche de 120 personnes, mais on était une quarantaine dans ce temps-là. Fait que là, moi, je passais beaucoup de temps avec les gens pour les aider à enlever tous les patterns mentaux qui sont nuisibles, puis leur donner les outils pour s'autonomiser. Ben, c'est ça que j'allais te dire. Tu fais pas juste changer une organisation ou des procédures. Là. Tu changes profondément l'humain. Là. Exact. Faut que tu aimes les humains pour faire ça. Là. Parce que c'est salopant, c'est tough, ça te renvoie dans toutes tes peurs puis tes patterns. Tu fais pas une entreprise libérée pour avoir la paix et être clean. Là. Je veux dire, tu mets tes 2 mains dans la terre et de la terre dans toutes tes ongles puis t'as mal aux genoux. Mais quand ça pousse, là, les tomates goûtent bon à tabarnouche. Là, tu sais. Dominique, tu as parlé tantôt, je reprends ton exemple du punch ou de la cloche pour les pauses, il n'y en a plus. On a beau aimer l'humain, est-ce qu'il y en a qui ont décidé à un moment donné que les pauses étaient plus longues que d'autres? Puis comment que ça se passe dans ce temps-là? Bien sûr, mais c'est ça. Là, ça part d'un malaise. Puis c'est ça que je vous parlais tantôt. Moi, je parlais de malaise puis de saine tension. Là. C'est des opportunités, les malaises, pour aller trouver ce qu'on trouve important. Fait que, dans le fond, au départ, t'as quelqu'un qui voit un autre qui étire la pause. Là, ça le fait chier. Puis là, il y en a qui sont plus motivés que d'autres. Puis là, qu'est-ce qu'on fait que ça? Bon, c'est tout à moi qui compense. Là, t'as du monde qui réagit. Ben d'abord aussi, je vais me pogner le beigne. Ben, je vais le dire-tu à quelqu'un pour le dénoncer? Qu'est-ce que je fais avec ça? Fait que là, il y avait un beau bouillon. Là, tu sais, ça... Fait que là, comment qu'on fait ça? Là, il venait me parler. T'sais. Là, Dom, on peut plus dire... Il n'y a plus de chef, on peut rien dire. Là. Non, c'est pas ça. T'sais. Comment qu'on se dit ces choses-là? T'sais. Ouais. Fait que là, je suis qui, moi? Ben, t'es un collègue que ça te fait chier, que l'entreprise, elle sera pas payante, puis elle sera pas en santé si tout le monde se pogne le beigne. T'as toute la légitimité pour dire quelque chose. Mais il faut que tu le fasses sainement. Comment qu'on fait ça? Fait que là, c'est des accompagnés aussi dans la communication consciente, non violente, que je sais pas si vous connaissez, les principes de Marshall Rosenberg avec la communication non violente, mais c'est d'aller nommer ton intention, de dire l'émotion que ça te fait vivre, de parler du besoin, puis de suggérer une collaboration. Fait que, tu sais, quand tu coaches du monde d'usine à faire ça, ça change leur vie, parce que ils n'ont pas appris ça. Ils ont appris à être des ressources. OK? Quand je parle de ça, ça me touche tout le temps. Ah, écoute, avec raison. Avec raison. Écoute, tu dois avoir des ambassadeurs extraordinaires qui sont vos collaborateurs à l'interne. Là. Ben oui. Déjà une histoire d'un gars qui s'est joint à nous autres, qui a travaillé 25 ans ailleurs, comme une ressource. Puis là, il rentre chez nous. Puis là, il demandait son avis. Tu mettrais ça où, telle machine que tu te sers à tous les jours? Ben là, c'est pas habitué de se faire demander son avis. Ouais. Pas habitué de se faire demander qu'est-ce qui se passe, comment il ferait mieux ça, lui. Il faisait le saut à chaque fois. Mais là, tu veux mon avis? Je dis, ben, t'es bien meilleur que moi pour décider ça, là, tu sais. C'est toi qui t'en sers, tu sais.
Fait que là, il était tout surpris de ça. Puis là, tout d'un coup, tu sais, il a comme déplié. Tu sais, d'être courbé, il a passé à être droit. Ouais. Physiquement, il y a eu une différence, OK? Ouais. Puis là, un barbecue, 8-10 mois après qu'il se soit joint, sa conjointe, elle vient me voir. Elle dit, mon mari, il est plus pareil. Fait que là, elle me dit, le matin, il chante. Il a jamais chanté de sa vie. Wow. Mais elle, ça, là, C'est gros. Moi, je veux savoir, Dominique, il y a quelque chose qui vient de te toucher il y a comme un instant, là, en parlant, tu as dit ça me touche. Oui. C'est quoi qui te touche? ce qui me touche, c'est qu'on honore la dignité des gens. Parce que le travail, c'est une réalité énorme dans la vie. T'sais, on fait énormément ça. Vous connaissez l'origine du mot, travail? Vas-y donc. C'est un trépied de torture. Okay? C'est de la torture. Ça vient du mot latin pour torture. Okay? Fait que, pas cool en partant comme mot. Pas tant, non? Mais pourtant, ça peut tellement être une expérience riche. Oui. OK? Mais moi, j'ai grandi dans mon village où, où ce que tout le monde travaillait pour un moulin de coupe de bois, un moulin à scie. Puis ça avait tout le temps l'air souffrant quand même. Parce que il y avait tout le temps des conflits entre les syndicats, les patronats, se battre pour un 10 cents de plus de l'heure, des jeux de pouvoir, de hiérarchie. Et puis là, c'est ça. C'est à ça qu'on s'attend dans la vie, là. T'sais, sérieux? Fait que. Puis pour moi, il faut honorer l'effort, il faut honorer le talent, honorer la personne qui est en face de nous. C'est super important. Parce que en tant qu'entrepreneur, en tant que gestionnaire, en tant que on a l'opportunité énorme d'avoir un impact positif sur un paquet de gens. Tu sais, on peut leur offrir un contexte qui honore leur âme. Okay? Puis là, c'est le pasteur qui parle. Là. Mais, tu sais, comme je disais tantôt, le travail, c'est le monde, des fois, il me parle, puis là, je viens comme un peu chartrand, genre de ce corps, là, mais tu sais, je viens comme, tu sais, le justicier en moi bouille, là. Tu sais, mon monde n'est pas motivé, il me demande comment ça se fait, là, ils prennent pas leurs responsabilités. Là, je fais comme, hey, écoute bien, là. Écoute-moi bien, là. Tu sais, là, tu leur donnes une paye correcte, que tu essayes qu'elle soit compétitive avec ton voisin pour pas que le monde change de place pour 50 cents de l'heure, là. OK? Puis, de ça, là, tu voudrais qu'il y ait du monde, que tu respectes pas l'opinion, que tu leur caches des choses, que toi, tu t'enrichis avec tout leur talent, puis tout ça. Ben oui, le risque de tout ça. Je le sais, c'est quoi. Moi aussi, là, j'ai un gros prêt pour avoir acheté l'entreprise. Mais tu voudrais que de ça sorte une motivation. C'est quoi la motivation? Tu sais, il faut prendre soin de ça. Le boss va pouvoir s'acheter un autre chalet. Tabarnak! Tu veux que ça motive quelqu'un, ça, là? Mm-hmm. Voyons! C'est une lubie, là. Je suis allé puncher, là, puis là, il y a quelqu'un qui s'enrichit 40 fois plus que moi sur mon dos qui me fait même pas confiance pour que je sache quoi que ce soit qui se passe dans l'entreprise. Puis il faudrait que je sois créatif. Puis tu checkes ma productivité à la minute. Hey, là, t'as peu, là. Tu sais? Fait que là, bon, ça redescend, mais pour moi, faut honorer le fait qu'il y a des gens qui viennent avec leur talent sans qui l'entreprise n'existe pas. T'sais? Il y a des gens qui viennent ici qui savent des choses qui sont plus complexes et complets qu'un poste de travail. Puis, c'est quelle richesse de se mettre en relation avec tous ces gens-là, puis de les écouter, de savoir qu'est-ce qui est fait vibrer, c'est quoi l'étincelle dans leurs yeux quand ils t'en parlent. Tu sais, je parlais de ça qu'une autre propriétaire d'entreprise l'autre fois, puis je dis, est-ce que vous connaissez l'étincelle dans les yeux de vos employés? Parce qu'elle trouvait qu'ils ne s'impliquaient pas assez. Elle dit, ben là, je sais pas de quoi tu parles. Je dis, ben, la personne qui vient de dire, là, la machine est tout le temps brisée, là. Elle n'est pas en train de chialer que la machine est brisée. Pour elle, elle est en train de te dire que c'est important la maintenance. OK? Mais tu l'écoutes pas. Écoute-les. Elle te dit quelque chose, là. Ben, tu as peut-être une opportunité là, de dire,
hey, tu veux-tu te joindre à l'équipe de maintenance? Ou tu veux-tu mettre une coupe d'heures là-dessus, puis tu nous dis comment qu'on pourrait faire mieux? Écoute-les! Ce que tu es en train de nous dire, c'est que la richesse humaine va surpasser la richesse économique. Là. Ben oui. Tu sais, au final, c'est ça qui compte le plus. Ben Dominique, il n'y a personne qui apprend ça nulle part. Ça prend... Il n'y a pas d'école qui montre ça. Ça prend un mentor. Ça prend un Dominique Tremblay qui vient au podcast Meilleur humain, meilleur monde. Qu'est-ce que ça prend? Faut avoir souffert, je pense. Tu sais, la souffrance, c'est un bon professeur. On n'aime pas ça, là. On n'aime pas ça souffrir. Hein? Mm-hmm. Mais, tu sais, moi, j'ai vécu des situations de pauvreté. J'ai vécu toutes sortes de trucs. C'est un mélange d'affaires, tu sais. Je pense qu'il faut être exposé à ça. T'sais, parce qu'on a tout ça dans nous autres. Moi, je crois pas qu'il y a des humains tellement evil qu'ils sont pas capables de savoir que c'est meilleur les relations que l'argent. T'sais. Mais je pense qu'ils sont protégés, je pense qu'ils ont souffert, ou je pense qu'ils se sont fait enseigner ça. Et au final, là, quand on est vieux, là, hey, ça me fait penser à ça. OK. Mon grand-père, OK, le père à ma mère, là, me fait quand penser à Boucard Diouf, mais mon grand-père, là, il m'a fait un cadeau de leçon de vie incroyable. OK? Mais il le savait pas, là. Mais mon grand-père, c'est un homme d'affaires qui a eu beaucoup de succès, qui est devenu millionnaire avec différents projets qu'il avait. Puis, c'est un homme qui a travaillé jusqu'à 85 ans, il est mort à 97 ans. OK? Fait que, puis moi, j'allais le voir, tu sais, de même, je pense que j'avais 20 ans. Okay, je vais le voir dans une de ses entreprises. Il a fin 70, là, je sais pas. Je dis, comment ça va, grand-papa? Il dit, oh, pas tant. Je dis, comment ça? Là, il dépose ses affaires, il dit, je pense que j'ai raté ma vie. Je dis, ok. C'est quand même quelque chose. Là, tu sais, toi, tu penses à ton grand-père qui a du succès, puis tout ça, puis t'as 20 ans, puis là, tu fais, ok. Qu'est-ce que tu veux dire, grand-papa? Fait que là, il dit, je suis pas bon dans mes relations avec mes enfants. Puis c'est vrai qu'il était pas commode, là. Il était peut-être pas si commode que ça. J'avais le tour d'aller parler, là, mais il y avait pas tant que ça de monde qui avait le tour d'aller parler. Fait que j'ai dit, ben, Colin, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Il dit, je sais pas. Fait que je dis, ben, prends le premier du bar, puis il dit que tu vas aller prendre un café, puis il commence ça là. Fait que là, il dit, ah, c'est facile à dire pour toi, non? Mais il dit, moi, je suis trop poigné pour ça, là. Fait que c'était bien triste, puis je savais pas quoi faire du haut de mes 20 ans. Mais quelle leçon de vie, quand même, que mon grand-père m'a fait, de me dire, tu peux avoir eu du succès en affaires, mais si tes relations marchent pas, c'est un échec. Mm-hmm. Fait que ça, c'était un cadeau que mon grand-père a fait. Mais ça partit d'une souffrance, de sa souffrance à laquelle j'ai pas pu répondre. Tu sais, j'ai souffert avec lui, j'ai eu de la peine avec lui, mais je savais pas quoi faire, puis j'ai pas pu régler ça. Mais la vie se passe là, dans ces moments-là, où on s'expose à ça. T'sais. Puis, c'est ça. Je pense que moi aussi, d'avoir vécu en situation un petit peu plus de pauvreté personnellement, quand j'étais dans plus des projets sociaux et compagnie, il y a une année que moi et ma femme ensemble, on a fait 27 000 $. On avait 2 enfants, ça vit pas gars, là. Fait que, tu sais, moi, là, de checker mon budget d'épicerie, là, puis de remettre des affaires sur la tablette, puis de dire, Colin, ça coûte donc bien cher des couches, là. Ben, ça, je l'ai vécu, OK? Ça fait longtemps, là, mais je l'ai vécu. Fait que, ben, c'est pas si longtemps, ça fait 14 ans, mettons. Fait que, d'avoir vécu ça, je le vois maintenant aussi comme un cadeau. Parce que ça m'a montré c'est quoi d'avoir de la misère à arriver, dans ces situations-là. Je suis vraiment plus dans cette situation-là. Là. Ça n'a comme pas rapport. J'étais à l'opposé de cette situation-là. Mais je suis content d'avoir vécu parce que ça m'oriente que je veux pas que mes employés, je les paye à rabais. Je veux que les payer pour la réelle valeur de leur contribution. Qu'est-ce que ça vaut vraiment, ça? Pour moi, là, c'est une question de dignité, comme je disais tantôt.
puis que chacun a une valeur, chacun a apporté quelque chose. Puis c'est pas vrai que je vais payer quelqu'un à rabais juste parce que il est pas bon pour négocier son salaire, par exemple. T'sais. Il y a deux choses que tu as dites, Dominique, que j'ai le goût de revenir dessus puis de te faire parler. Tu as dit qu'on vient d'un contexte, dans le fond, au départ, où l'employé, c'est une ressource. Tu as utilisé ce mot-là. Puis tu nous as éduqués sur la provenance, l'étymologie du mot travail, finalement, l'historique derrière le mot travail qui viendrait du mot torture. Fait que chez vous, le travail, c'est quoi? Puis une ressource, c'est quoi? Tu sais, maintenant on peut-tu redéfinir de nouveaux mots qui... Ben, le travail, c'est une opportunité de contribuer avec tes talents pour répondre à un besoin réel. T'sais, fait que nous autres, on se connecte vraiment. Tu sais, nos clients, là, on est très regardant de c'est qui qu'on accepte comme client. Là. Pour nous autres, il faut qu'on soit capable de se mettre derrière leur mission puis les produits qu'ils font. Il faut que ça nous réjouisse. Il faut que ça parle à nos valeurs. Fait que, tu sais, de connecter un réel besoin de la société, de nos clients qui ont, parce qu'on sert des entreprises, avec le talent d'une personne. Puis, que de ça, il y a quelque chose de nourrissant qui se passe où ce que, avec mon talent, je fais pas juste souder une pièce. Mettons, je fais des morceaux d'ambulance, cette ambulance-là, elle va sauver des vies. Fait que je contribue à sauver des vies en soudant. T'sais. Tout d'un coup, c'est plus la même affaire. Non. T'sais. Fait que c'est un peu un exemple que je vais donner. Puis ressources, on a enlevé le mot. On n'a plus des ressources humaines chez PMB. Notre département, ça s'appelle le DH, le développement humain. Puis on a enlevé le mot ressources. C'est ma conjointe qui s'occupe de ce département-là, puis c'est elle qui a fait cette décision-là, puis je suis bien d'accord. Fait que... puis quand quelqu'un dit ressources parce qu'il est nouveau chez nous, ou parce qu'il y a un vieux réflexe qui sort, ça va me prendre une ressource à ce place-là, puis on parle de quelqu'un ici, là, on parle d'un balai ou d'une feuille de tôle, là. Fait que là, non, ok, ça va me prendre quelqu'un. Ah, merci. Fait que je le fais encore, là. Je l'ai fait longtemps au début. Ça va me prendre une ressource. Hein? Quoi? T'as besoin d'aide avec un collègue? Ouais, ok. Donc, il y a des trucs à déconstruire et à construire, à reconstruire. Oui. Ouais. Ben oui. Il reste encore des mythes ou des croyances à détruire ou à déconstruire? Oui. C'est sûr qu'il y en aura toujours. Tu sais. Mais on est dans le plus subtil, là. Tu sais, on n'est pas... on n'est pas dans le gros évident, là. Tu sais, nous autres, le meilleur argument de vente, là, si quelqu'un veut savoir s'il veut faire affaire avec PMB, je le fais, se promener dans le shop. OK? Viens-t'en. Viens voir la gang. Ils veulent nous envoyer le produit après parce qu'ils voient du monde allumé, intelligent, débrouillard. Ça court pas, ça crie pas, mais ils font les bonnes choses au bon moment. Okay? Et ça donne confiance, c'est sûr. Là. Puis, tu as une gang qui est libre, qui est puissante. Okay? Ce qui reste à corriger, ce qui reste à travailler, c'est dans le plus subtil. T'sais, comment est-ce que je fais vraiment confiance à l'autre qui va s'occuper de sa part à lui quand il n'y a pas un boss qui, top-down, met de la pression pour que tout le monde performe. T'sais. Comment on fait ça? Comment on fait de la performance, de la productivité dans la bienveillance et la transparence? Ouais, j'allais te poser la question. C'est subtil, c'est plus difficile parce que là, ça vient d'une motivation intrinsèque et non pas d'une pression hiérarchique. Okay? C'est un travail de longue haleine, encore une fois, bien sûr. C'est encore là, c'est beaucoup en donnant l'accès à l'information. On a des indicateurs de performance. Tu sais, on est quand même, je l'ai parlé un peu tantôt, mais je suis quelqu'un qui aime beaucoup la technologie, là. J'ai toujours aimé ça. Fait que, tu sais, on a une gang de geeks ici, là, avec des indicateurs, avec Power BI, on a un ERP sur la coche, on a plein d'affaires qui nous permettent d'avoir l'information en temps réel. Fait que comment on motive les gens, c'est avec de l'information. Okay? Si c'est subtil et on ne sait pas vraiment comment ça va, c'est dur de se motiver. C'est dur de prendre une décision éclairée. C'est dur de comprendre l'impact d'une amélioration continue ou pourquoi on en a besoin.
Mais si tu as accès à l'information, nous autres, à chaque mois, là, on donne un bilan financier de l'entreprise à tout le monde, incluant la ligne du net en bas. OK? Tout le monde sait ça dans l'entreprise. Fait qu'on sait quand c'est un bon mois, pas bon mois, on sait quand ça. On connaît la santé financière de l'entreprise. On connaît les enjeux des clients. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont-tu pogné un contrat, la ligne est arrêtée, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment qu'on les aide, comment on les appuie là-dedans? Fait que ça vient avec de l'information. Fait que le chef, au final, c'est la situation. Moi, je peux bien dire, faut être plus productif. Mais au final, pourquoi? Ben là, si on explique que, mettons, là, le bâtiment, on l'a agrandi, ça coûte tant de plus, il y a tel élément, on veut faire cette ligne-là, c'est un investissement, ça va coûter des sous, mais plus tard, ça va payer comme ça. Fait qu'on en parle à du monde qui sont des adultes, puis qui sont intelligents, puis ils sont capables de se calibrer en conséquence. Fait que puis on célèbre nos victoires ensemble, puis quand on fait l'ensemble aussi. Puis on a décidé aussi parce que Steve Bussière, il est mon co-actionnaire, il est parti 1 an quand je n'étais pas propriétaire. Puis j'avais le sentiment que ça a commencé à marcher en Simonac, notre affaire. C'est une entreprise qui faisait pas tant d'argent avant. C'était correct. Mais là, je voyais ça aller, puis je dis, maintenant, il va en rester un moton, là. Fait que là, j'ai dit, OK, Steve, écoute, selon mes prévisions là, personnelles, le chiffre de net qui va rester va être fois 3 ou 4 de ce qui reste d'habitude à la fin de l'année. Puis toi, tu t'en vas. Là, j'aimerais ça que tu me dises qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, parce que moi, tu me connais, j'étais un peu intense, fait que ça se peut, j'ai comme le goût de partager le bénéfice, tu sais. Parce que le bénéfice, il a été créé par la gang qui travaille fort, puis toi, tu vas être en congé. T'sais, je vais m'amener, je peux bien croire que t'es l'actionnaire, mais quand même. Fait que il a dit ouais. Mais tu sais, je savais qu'il y avait ça à cœur aussi, c'est juste que j'étais un peu bousculant dans mon affaire, là. Il a dit ouais, ok. Je dis, dis-moi, Steve, comment tu veux qu'il t'en reste? Puis laisse-moi gérer le reste. OK? Il a dit OK, je peux penser à ça de même. Fait que, tu sais, on a provoqué la discussion avec notre directeur financier, avec Steve, avec différentes personnes. Puis Steve était un homme quand même pas mal généreux. Il a fait ben ça a du sens dans mes valeurs, Dominique. Qu'est-ce que tu parles? Fait qu'on a annoncé aux employés en septembre, avant que Steve parte en sabbatique, qu'on allait distribuer quelque part autour de 20% là, de notre profit net. Mais on savait pas comment est-ce qu'il allait en rester, mais moi, dans ma tête, je voyais que c'était un pactole. Fait que le monde était comme yeah, puis là, le directeur financier, Jean, il est un peu plus prudent que moi, ben tant mieux, là, c'est ça son rôle. C'est ça son rôle, clairement. Fait que il joue très bien, il me tempère, mais moi, j'étais un peu plus optimiste. Fait que là, il dit, tu sais, ça se peut que ça ressemble à 1000$ par personne. Là. Le monde était là, waouh, tu sais. Mais au final, là, on a fait un chèque de 6000$ par personne aux fêtes. Fait que là, le monde était comme, what? Fait que je dis, ben, ça peut être ça. Je dis, si on garde cette règle-là de partager notre 20% avec ceux qui le créent, ben, vous avez un pouvoir de le rendre plus haut. Puis le pourcentage va pas baisser. Dominique, tu m'amènes exactement à une bonne place. Je t'ai peut-être coupé la parole. Fait que perds pas nécessairement ton élan. J'ai eu l'impression que tu as pris ton souffle. Mais d'entrée de jeu, en coulisses, tu m'as parlé de quelque chose qui est bien important pour toi. Oui. Qui est la cohérence de l'argent. Oui. J'ai l'impression qu'on est dans ce sujet-là live. Oui. Oui, exactement là. Exactement là, parce que, tu sais, on peut dire l'argent, c'est pas ça qui est important, puis c'est vrai que c'est pas ça qui est le plus important, mais c'est important pareil, là. On en a besoin pour payer notre hypothèque, pour avoir des rêves, pour prendre soin de notre retraite, pour aller chez le dentiste avec nos enfants. C'est pas vrai qu'on n'a pas besoin de ça. Oui, et l'entreprise, même chose, hein, Dominique. On a besoin pour innover, exactement. Agrandir. Quand on achète un laser, nous autres, c'est 2 millions. Là. Okay? Fait que t'achètes pas ça... avec pas de 2 millions. Avec ta carte de crédit. Là. Fait que
L'argent, c'est un véhicule, c'est un moyen important, mais il faut pas que ça soit un objectif. Fait que souvent, on pense à l'entreprise peut-être comme un moyen de faire de l'argent ou de créer d'obtenir de la richesse. La plupart des entrepreneurs qui démarrent une entreprise ne pensent pas à ça tant que ça, autant que ça que d'être libre de leur horaire puis d'innover quelque chose, mais ça peut rapidement glisser vers quelque chose de... Le but, c'est d'avoir de l'argent. T'sais. Puis j'ai lu un livre incroyable là, qui s'appelle 30 Lies About Money, ok, de Peter Koenig. Puis c'est bon en tabarnouche. Puis en tout cas, tu sais, moi j'aime ça avoir un bon coup d'un latte là, qui me fait perdre le souffle. Puis que je fais j'avais pas vu ça que j'avais ce bébite là, moi. T'sais. J'aime ça me faire casser. J'étais un peu craqué, mais tu sais, j'ai peut-être le karaté en moi, mais en tout cas, j'aime ça. Puis justement, l'argent, on la cherche beaucoup pour quelque chose, pour compenser quelque chose qu'on n'a pas. Fait que là, si on veut de l'argent, mettons qu'on pense 2 minutes à pourquoi j'aimerais savoir un peu plus d'argent. Ben, si c'était pour plus de sécurité, ok, ben, c'est une chose. Ça se peut que ça soit pour plus de liberté. Ça se peut que ça soit pour plus de justice ou plus de... peut-être des fois même de relations, tu sais, ça dépend. Mais si on y pense, c'est Peter Koenig qui parle de ça, tu sais, plus tu veux de l'argent pour la liberté, plus tu t'éloignes de la liberté. Parce que là, tu vas travailler fort, fort, fort pour avoir ta liberté, pour avoir de l'argent. Mais au final, tu vas être lié à ça, puis ça se peut que tu travailles des heures de fou, puis que finalement, il faut que tu t'occupes de toutes tes affaires et tu seras de moins en moins libre. Okay? Puis c'est la même affaire avec ta sécurité. Tu cherches l'argent par plus de sécurité, mais au final, ça te rend insécure. Tu prends plus de polices d'assurance, tu checkes tes affaires, tu mets des caméras de sécurité, tu protèges ton avoir. Finalement, tu te sens de plus en plus insécure. Fait que, il y a comme... c'est un paradoxe, ça. Là. Fait, il faut que tu aies géré ce paradoxe-là dans ta vie pour être libre un peu plus de l'argent. Okay? Ça, c'est important. On a un système qui, on le sait, là, basé sur les actions, nos REER, toutes ces affaires-là, que, bon, on investit, un système d'investisseurs, puis c'est correct, puis vous connaissez ça pas mal mieux que moi. Mais je pense que les entreprises doivent de plus en plus devenir cohérentes avec qu'est-ce qu'ils font de cet argent-là. Puis, mettons, une entreprise comme nous qui est en Chaudière-Appalaches, à Saint-Henri, bien ancrée ici, dans la région, qui donne des emplois de qualité à un groupe de personnes. Pourquoi j'ai acheté l'entreprise? C'était beaucoup aussi pour pas que... parce qu'elle devenait alléchante. C'est une entreprise qui est de plus en plus solide, elle a une bonne réputation. Ça peut donner le goût de l'acheter. Hein? On s'entend vraiment. Puis tu sais, t'en as moins en moins impliqué puis me laissant faire, ça pourrait donner de plus en plus le goût de vendre aussi. T'sais? On s'entend? On s'entend. Puis ça serait bien correct. C'est son droit, c'est son avoir. Mais, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Ben là, si tu as un groupe, un fonds, peu importe, qui achète l'entreprise, ok, ils peuvent être bien intentionnés puis tout, mais ça se peut aussi qu'un moment donné, ça devient juste un levier pour faire fleurir un investissement. Ok? Puis qu'on se rappelle plus à quoi ça sert PMB. Hein? On se rappelle plus qu'elle sert à faire des pièces, ça coche pour des ambulances qui vont sauver des vies. Avec du monde qui se lève le matin puis ils chantent. T'sais. Ça se peut qu'elle se rappelle plus de tout ça, là, le fonds d'investissement. Okay? Fait que faut, si possible, dans les occasions comme celle-ci, rapprocher le capital de ceux qui possèdent, qui croisent ceux qui le créent dans le corridor. Okay? Je pense que ça rend redevable. Il y a une sorte de contre-pouvoir qui se crée dans notre entreprise, dans le fait que, en étant transparent, puis en croisant le monde dans le corridor, puis en sachant c'est quoi leur rêve, leurs souhaits, puis tout ça, ça se peut que le cash reste plus cohérent aussi. À la place de devenir juste un levier pour enrichir un groupe select. Mm-hmm. Et pour moi, ça, c'est très important. Fait comment on planifie la relève dans ce cas-là? Mm-hmm. Excellente question. Moi, je vois le fait que je suis devenu copropriétaire comme une sorte de transition. Une transition. Ouais. C'est une étape nécessaire pour travailler sur quelque chose que Steve a moins à cœur que moi, mais qui est capable de se rallier aussi. Le fait de... moi, je pense travailler sur une coop ou une CTA, une coop de travailleurs actionnaires qui viendrait acheter
premièrement le 50% à Steve dans quelque chose comme 5 ans. Puis acheter mes parts plus tard quand l'entreprise est rendue encore plus en santé puis tout ça. Fait que je travaille vraiment à rendre cette entreprise-là de plus en plus autonome pour que un groupe de gens qui sont peut-être 15, 20, je sais pas, faut pas me poser des questions trop techniques parce que je suis en train de réfléchir à ça puis je viens juste de finaliser moi d'acheter mes parts pour être capable finalement après ça de travailler sur l'étape 2. Ouais. Mais j'aimerais ça que faut que tu sois un travailleur pour être un actionnaire. T'sais, c'est pour ça que je vois pas nécessairement une coop at large parce que c'est pas tout le monde qui a la même tolérance au risque. C'est pas tout le monde qui va être audacieux dans les investissements puis dans les choses difficiles. Par contre, on peut trouver probablement un groupe dans cet terreau très fertile-là d'une gang super tripante de 10, 15, 20 personnes qui pourront mettre un cash down pour une coop et puis que tu aies un siège, un vote puis que tranquillement on place vraiment que l'argent devienne cohérente avec ceux qui le vivent. Mm-hmm. Fait que c'est ça, c'est un peu ça le plan. T'allais nous dire quelque chose tantôt que je t'ai coupé dans ton élan et qui m'intrigue encore à ce stade-ci de notre discussion. Toujours dans la même discussion, je te cite, te dis, il faut repenser le capitalisme, repenser notre relation avec l'argent. Et t'allais nous raconter quelque chose par rapport à ta fille qui t'a ramené d'un voyage Oui. En Grèce. en Grèce. Ouais, Voilà. ouais. Elle m'a amené ça il y a 2 semaines, j'ai trouvé ça génial. Ça s'appelle une coupe de Pythagore. Okay, vous irez regarder ça sur Internet, là. C'est une coupe qui est super belle et bien travaillée, puis tout ça. Puis dans le milieu, il y a comme une élévation. Okay? Puis on le voit pas, mais il y a un petit trou dans le bas de cette élévation-là du milieu de la coupe. Et quand tu verses le niveau adéquat de liquide dans ta coupe, tout va bien. Mais si tu en veux toujours plus puis que tu en verses plus, elle se draine complètement. Fait que, mettons, tu dépasses la limite. Là, tout d'un coup, le petit trou de siphon dans le fond, il part. Puis ça se verse tout. Puis il en reste plus. OK? Fait que c'est comme une allégorie du fait faut vouloir sa juste part. Mais quand tu en veux plus que ta juste part, ça se peut que tu perdes tout. Puis notre système est un peu comme ça. OK? De la croissance à l'infini dans un monde fini, ça se peut pas. Ça se peut pas. Fait qu'il faut penser, c'est quoi la post-croissance? C'est quoi un monde industriel qui produit quand même, parce qu'on est quand même des êtres physiques, on va pas juste avoir du commerce d'idées puis d'intangibles. Là. On va quand même produire des choses. Mais comment on fait dans un mode post-croissance? Il faut quand même régler notre envie de toujours avoir plus. C'est un élément crucial pour repenser dans le monde après la croissance infinie. Il va falloir qu'on se satisfasse, qu'on apprenne à se satisfaire. Homo sapiens a de la misère avec ça, right? Oui. Vraiment. Mais tu sais, on peut-tu évoluer? Je pense que oui. Dominique, tu as beaucoup de sagesse dans tout ce que tu nous racontes. Où prends-tu, toi, toutes tes idées? Où prends-tu cette sagesse-là, ces réflexions-là que tu amènes avec beaucoup de philosophie, mais que tu implantes dans le très, très concret de ton entreprise? Tu puises ça où? Je suis un grand lecteur. Hein? Je lis constamment. Là. Je dois lire entre 3 et 6 heures par semaine. Okay? Ça, c'est certain. Pour moi, c'est crucial. Là. Quand il me manque ça, c'est comme si je n'avais pas mangé. Là. J'ai besoin de ça. Fait, je lis toutes sortes de choses. Que ce soit concernant la société, l'histoire, la politique, la technologie. Mais les choses se croisent. Hein. À un moment donné, tu vois des élans de l'humanité selon les époques, que ce soit en art, en cinéma, en politique, tu vois des mouvements. Il y a des mouvements de fond là-dedans. Faut les voir. Faut voir les signaux faibles qui nous disent un message plus fort. Okay? C'est important. Il y a ça là-dedans. C'est mon prof d'histoire à l'université qui m'a montré ça. Puis j'ai trouvé ça vraiment fascinant. J'ai toujours lu la Bible. Okay? Étant un gars croyant, la Bible a toujours été un élément important. Jésus, c'est quelqu'un pour moi de tellement important.
pas le Jésus religion, mais quand tu t'arrêtes à lire le Jésus perturbant, là, qui est venu shaker l'ordre public, là, il est touchant à tabarouette. Ça reste quelque chose de très inspirant pour moi. Mais tu sais, ça, j'ai lu tous les grands philosophes. J'ai des livres chez nous, là, c'était peurant. Là. Il y a du monde qui vient chez nous, ils font OK, ça va. Mais j'ai lu beaucoup. Je lis énormément. Mais je suis quelqu'un pour qui c'est important de vulgariser puis que ça serve à quelque chose. Fait que c'est pour ça que j'aime ça que tu me nommais tantôt. Je l'implique très, très concrètement parce que j'aime pas ça être dans une tour d'ivoire. J'aime ça faire parler les savoirs. T'sais, fait que dans le fond, si il y a plein de savoirs qui restent inaccessibles parce que les gens, des fois, ils n'aiment pas lire ou que ça a l'air d'une montagne. Mais moi, j'aime ça aller prendre ces bribes-là puis les offrir dans le quotidien sur le bord d'une plieuse, dans la salle à dessin. Parce que c'est riche. Je veux dire, l'humanité se pose ces questions-là depuis des millénaires. Il y a des choses qui sont à offrir puis qu'il faut continuer d'apprendre de ça. Là. Fait que pour moi, j'ai une passion de la sagesse humaine à travers les âges, de ces leçons-là qu'on doit aller chercher, que c'est là. Je veux dire, c'est gratis. Là. C'est toute cette grosse sagesse-là. Là, faut aller la chercher. Je suis bien entouré aussi de beaucoup de monde. J'ai des amis précieux. Ma femme est incroyable. J'ai des conversations toujours avec elle. Mes parents, je suis tellement bien entouré. C'est très riche. Puis tu sais, moi, chaque matin, là, je me lève à 5h15. Je fais mes entraînements. Puis là, je m'assis dans le salon tout seul. Je médite. Puis je prie. Puis dans le fond, la prière, ça ressemble souvent à Hey Dieu, c'est quoi que tu as le goût de faire aujourd'hui? La vie, elle passe où aujourd'hui? Là? C'est où? Qu'est-ce qu'il faut pas que je manque? T'sais? À la place de dire moi je veux changer ça, puis telle affaire. Mais je veux rester attentif à ce qui se passe, puis servir qu'est-ce qui se passe. T'sais? Parce que je suis qui, moi, là pour dicter ma volonté? Là? Moi, je veux me mettre au service de qu'est-ce qui est vivant. Là. Dominique, notre entrevue tire tranquillement à sa fin. Faut qu'on finisse fort. Fait que c'est des entrepreneurs qui nous écoutent, des mères, des pères de famille, du monde qui eux aussi ont des visions, parce que ceux qui écoutent un podcast qui s'appelle Meilleur humain, meilleur monde, il y a certainement une raison pour laquelle ils écoutent ça. Absolument. Si tu veux leur contribuer une dernière chose à ce monde-là aujourd'hui, dans la belle tribune qu'on s'offre tous les trois là, ici à l'écran, ça serait laquelle? Je dirais de faire la paix avec notre vulnérabilité. Parce que souvent, on veut contrôler... Tu sais, l'entreprise du Berry est basée beaucoup sur la confiance et non le contrôle. Mais pour ça, il faut être à l'aise avec l'impermanence puis la vulnérabilité. Puis que ça, faut vraiment les gérer ça. On est très fragile, puis on meurt très fragile. Puis entre les deux, on a l'illusion qu'on peut contrôler puis pas être fragile. C'est quand même drôle. Fait qu'il faudrait peut-être apprendre à gérer le milieu. T'sais? Fait que comment qu'on gère notre vulnérabilité, pas faire semblant d'être tout le temps fort, mais on est plus fort quand on se met à raison. Moi, là, j'ai appris que je peux mieux prendre soin à partir de ma vulnérabilité qu'à partir de mon illusion de force. Parce que je crée une distance. Parce que, tu sais, je dégage quand même cette force-là. Je suis quelqu'un qui dégage beaucoup de force. Tu sais, je suis capable de faire beaucoup de choses. Je suis fort physiquement. J'ai beaucoup d'arguments, j'ai beaucoup d'idées. Mais je me suis rendu compte que ce que j'ai de meilleur à offrir, c'est pas ça. Ce que j'ai de meilleur à offrir, c'est la connexion. Puis cette connexion-là, elle se passe à partir d'un humain face à un autre humain, qui sont les deux vulnérables, qui ont peur, qui espèrent des choses, qui ont des blessures, puis qu'au final, il y a quelque chose de magique qui se passe quand ces deux humains-là qui arrêtent d'être dans le bullshit puis qui sont dans la vulnérabilité s'associent pour faire de quoi de plus grand qu'eux-mêmes. Puis c'est là que la vie se passe. Merci pour cette magnifique contribution. Ben, ça me fait plaisir. Merci de m'écouter.
Alors, Dominique, merci d'avoir pris le temps avec nous aujourd'hui. J'ai tellement de belles choses. J'ai hâte de même réécouter notre entrevue. Oui. T'es quelqu'un qui pourrait écrire un livre, je pense. T'as une belle plume quand tu parles. Je t'ai dit ça tantôt. Ben, c'est fait, mon cher. Le livre est écrit. Je suis en train de travailler à la publication. Ben écoute, tu nous fais signe quand c'est disponible. Comment ça s'appelle? Pour arrêter de se tuer à l'ouvrage. C'est bon. Ça résume bien le balado d'aujourd'hui. Normand, je te laisse le mot de la fin. Écoute, le mot de la fin est tellement facile, Dominique. Tu es une personne d'une très grande humanité qui aime partager en toute humilité. Donc, bravo. Je suis tombé en amour avec toi, mon cher. Puis, je peux comprendre pourquoi les gens autour de toi t'aiment beaucoup, j'en suis certain. Merci pour ces partages très riches et vraiment gratifiants. T'es dans la gratitude, ça paraît. Ça paraît. Merci. Merci à vous.